Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Joshua Zarka. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Vous allez d'abord me parler du bilan de la nuit et je vous interrogerai aussi bien sûr en ce 7e jour de bombardement entre Israël et l'Iran, mais aussi de réplique de l'Iran vers Israël. Combien de temps encore? Quels objectifs? Quel rôle pour les États-Unis? Quelle réponse aussi aux Européens? Mais d'abord bien sûr le bilan de la nuit. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que les frappes iraniennes sur le sol israélien ont été les plus importantes depuis 7 jours? Les plus importantes au niveau de victimes, pas obligatoirement, mais elles sont très importantes parce qu'un hôpital a été touché et des habitations ont été touchées. Il faut comprendre que les missiles iraniens sont précis. Ils sont très précis même, à un niveau de d'un radius de 30 mètres. Donc ils savent exactement ce qu'ils font. Quand ils tirent sur un hôpital, le seul hôpital de Beersheva, qui sert tout le sud de Beersheva pour disons, la population bédouine, la population du sud de Beersheva, etc., ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont touché un bâtiment spécifique, qui est un bâtiment, le bloc opératoire de cet hôpital, en sachant exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont tiré aussi sur Ramat Gan. C'est un quartier à l'extérieur de Tel Aviv, personnellement à 500 mètres de la maison de ma fille, et en sachant exactement ce qu'ils faisaient. Vous êtes en train de nous dire ce matin, monsieur l'ambassadeur, que l'Iran a sciemment ciblé un hôpital et des civils. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'ils font depuis le début. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas bien visé. Ces missiles sont très précis et ils savent exactement ce qu'ils font. Alors leur but est de tuer le plus de civils possible. Là, c'était carrément sur un hôpital, donc vraiment, c'est des gens qui ne pouvaient pas bouger. Cet hôpital avait-il été évacué? Est-ce que vous avez une idée du nombre de blessés? Pour l'instant, on parle d'une trentaine de blessés, 34 si je me trompe. Il avait été évacué auparavant, effectivement, parce que justement, il n'était pas suffisamment sécurisé. Hier soir, il était évacué. Et donc, c'est vraiment une chance que certains parlent de miracle. C'est vraiment une chance que on a pu évacuer cela à temps. Et ils ont tiré ça sur cet hôpital ce matin. Vous parlez également d'habitation. Quel type d'habitation et dans quel quartier? Un bâtiment entier est tombé dans un quartier dans le sud de Beersheva. Et on ne sait pas exactement quel est le nombre de victimes. C'est des habitations, simplement un bâtiment de 4 étages. Et vers le nord de Tel Aviv, je disais au sud de Tel Aviv plutôt, et vers le nord de Tel Aviv, un missile est tombé entre 4 bâtiments. On ne sait pas encore exactement quelles sont les victimes, quel est le nombre des victimes. Mais là, c'est tombé entre les bâtiments. Donc, il y a des dégâts, mais on ne voit pas encore le nombre de victimes. Il s'agit d'un quartier résidentiel? Ah oui, tout à fait. Tout à fait résidentiel. Celui-là, c'est à 400-500 mètres de l'appartement de ma fille. Monsieur l'ambassadeur, 7 jours. L'Iran avait promis hier soir de tirer, je cite, des missiles hypersoniques contre Israël. Ça avait été un message qui est passé à la télévision d'État. La télévision iranienne qui parlait également d'une surprise nocturne. Est-ce que vous vous dites, ils ont cette nuit mis tout ce qu'il leur restait, ou est-ce que vous considérez que l'Iran a encore beaucoup à envoyer comme missiles, comme force de frappe? Je pense que l'Iran a encore des capacités résiduelles assez importantes. Ils ont une économie de munitions. Ils n'utilisent pas tout ce qu'ils ont parce qu'ils comprennent que cette guerre peut durer. Et j'imagine qu'ils veulent garder des munitions pour le jour où les États-Unis, par exemple, décideront de rentrer dans ce conflit pour pouvoir eux aussi les toucher ou bien les menacer. Alors donc, ça m'étonnerait qu'ils aient utilisé toutes leurs munitions. Je pense qu'ils ont une économie de munitions, une économie de guerre qui les force à ne pas tout tirer immédiatement. Mais, disons, le petit quantité de missiles qu'ils tirent chaque nuit par rapport aux 150, 200 missiles qu'ils tiraient chaque nuit au début de la guerre prouve qu'ils ont besoin d'avoir cette économie de munitions. Vous venez de dire, monsieur l'ambassadeur, pour le jour où les États-Unis décideront de rentrer dans cette guerre. Vous n'avez pas dit pour si jamais les États-Unis rentraient dans cette guerre. Est-ce que pour vous, ce n'est qu'une question de jour, mais que la décision est prise? Non, je dis pour le jour où les États-Unis décideront. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore décidé. C'est une autre façon de dire la même chose. Je pense que le président des États-Unis prendra sa décision bientôt. Et je ne pense pas que ce sera une surprise. Vous ne pensez pas que ce sera une surprise? Ça veut dire que pour vous,
tout porte à croire que les États-Unis vont s'engager à vos côtés de manière active. Vous savez, je suis les déclarations que fait le président Trump. J'ai travaillé avec les équipes du président Trump dans le passé. C'est quelqu'un de très sérieux. Je sais que des gens, des fois, ne comprennent pas ce genre de communication, mais il dit d'une façon très claire ce qu'il va faire et généralement, il le fait. Alors, en suivant ces déclarations, je pense que c'est assez clair que le président prendra une décision qui ira peut-être d'un côté ou de l'autre, mais quand même prendra ses décisions peut-être dans les jours à venir. Est-ce que Benjamin Netanyahou a demandé à Donald Trump de s'engager? Nous avons demandé l'assistance des États-Unis dans la défense des cieux israéliens. Autant que je sache, nous n'avons jamais demandé l'assistance des États-Unis dans l'offensive. Je dirais plus que je sais que non. Nous n'avons pas demandé. Vous n'avez pas demandé, vous ne demandez pas. Nous ne demandons pas l'assistance des États-Unis dans l'offensive contre l'Iran. Si toutefois les États-Unis vous offraient cette aide-là, ou décidaient d'eux-mêmes, parallèlement, d'aller bombarder, et notamment avec cette fameuse bombe GBU-57 qui pourrait être nécessaire à la destruction de l'installation de Fordo, qui est donc cette installation nucléaire très profondément ancrée dans le sol iranien, vous diriez oui, vous diriez merci. C'est le genre de décision qui sera prise par le Premier ministre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si les États-Unis décident de rentrer dans la guerre, dans l'offensive, la guerre sera beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide et terminera beaucoup plus rapidement. Vous avez donc besoin d'eux pour que ce soit efficace et rapide? C'est pas que quand nous avons décidé de faire cette opération, nous savions que nous étions capables d'y aboutir, de la terminer positivement, c'est-à-dire d'atteindre nos buts sans l'aide d'autres forces internationales, que ce soit les États-Unis ou d'autres. Pourquoi il doute, Donald Trump? Il ne doute pas. Simplement, il veut peut-être raccourcir la guerre, il veut peut-être rendre les choses plus faciles, faire les choses plus rapidement afin que les Iraniens ne souffrent moins, afin que les Israéliens souffrent moins. Le Pentagone s'est dit prêt à exécuter la décision de Donald Trump à tout moment. Oui. Ça veut dire que ça peut intervenir à tout moment. Est-ce que pour vous, la décision sera prise dans les 24 heures? La décision a déjà été prise et que les avions sont en chemin. Je ne sais pas. Oui, je pense que la décision... C'est une information que vous nous dites ou c'est un... Non. Je réponds... C'est une hypothèse. Non, c'est même pas une hypothèse. Je réponds... J'utilise le même langage, le langage que vous avez utilisé. Je veux dire que c'est vraiment... Les Américains sont prêts à attaquer immédiatement. Ils sont prêts. Les avions sont sur place. Tout est sur place. Les Américains sont opératifs. Le président leur a demandé d'être prêts, ils sont prêts, et le chef du Pentagone dit d'une façon très claire, nous sommes prêts, donnez l'ordre, nous le ferons. Quand est-ce que cette guerre s'arrêtera? Une fois que nous aurons atteint tous nos buts. Et nos buts c'est quoi vos buts? Merci de le rappeler, parce que il est toujours important de le répéter, parce qu'on nous accuse d'essayer de mener un changement de régime. Ce n'est pas le cas. Nos buts sont deux. Premièrement, nous débarrasser des capacités militaires iraniennes afin qu'elles ne puissent pas, d'une façon qu'elles ne puissent pas les reprendre. Secondo, nous débarrasser du programme balistique iranien. On voit les dégâts qu'ils ont fait avec ce programme balistique. Et c'est un programme balistique qui a été blessé, qui a été atteint par nos attaques dans la nuit de la semaine dernière, du jeudi au vendredi. Et donc, s'ils avaient toutes leurs capacités, je n'ai aucun doute que les dégâts qu'ils feraient contre les civils israéliens seraient énormes. Et donc, on a décidé que ces deux menaces étaient des menaces que nous devions détruire. Une fois que nous aurons détruit ces deux programmes, de notre côté, ce sera terminé. Ce sera mission accomplie. Ce sera mission accomplie. Au moment où l'on se parle, vous en êtes où? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que ces capacités sont affaiblies, sont en grande partie détruites? À quel niveau vous en êtes? Elles sont en grande partie détruites, mais on n'y est pas encore. Il reste encore du travail à faire. Est-ce que vraiment l'Iran s'apprêtait à avoir la bombe? L'Iran, il n'y a aucun doute que l'Iran voulait avoir la bombe. Alors, vous savez, j'ai lu... Enfin, il n'y a aucun doute. Vous dites qu'il n'y a aucun doute. Mais vous avez sans doute lu, et notamment le Wall Street Journal, les services américains qui contestent les renseignements israéliens, qui les mettent en doute. Donald Trump dit « je n'ai pas de doute ». Mais les services secrets américains disent « on a des doutes ». C'est les DNI, c'est différent. Ce n'est pas les services secrets, c'est la direction de l'intelligence, c'est un ministère gouvernemental. Il faut faire attention exactement qui parle et qui dit quoi. Ce n'est pas les services. Mais ça veut dire qu'il y a au minimum une agence qui a un doute. Pas obligatoirement, c'est très politique. Le DNI est très politique par définition. Les agences ne le sont pas.
Alors, si vous voulez, on peut mettre d'ordre dans tout ça. Il y a, pour chaque programme nucléaire militaire, il y a 3 éléments. Les missiles, l'enrichissement et l'armement. D'accord ? Les missiles, les Iraniens les ont depuis très longtemps. Des missiles qui peuvent atteindre l'Europe avec des ogives nucléaires suffisamment puissants pour porter une ogive nucléaire de, disons, 3 ogives nucléaires, certains d'entre eux, de 500 kg chacune. C'est les missiles. Ensuite, l'enrichissement. On a vu le rapport, et le rapport de l'AIEA est très clair à ce sujet. Les Iraniens ont suffisamment de matériel fissile enrichi à 60%, d'uranium enrichi à 60%, pour un petit arsenal de 8 à 9 bombes. D'accord ? Ils sont capables d'enrichir à 90% ce qu'il faut pour justement avoir une bombe en une semaine. Ils en sont capables, en avait-il la volonté politique ? Exactement. En avait-il la volonté politique ? Et il y a certaines lignes qui ont été définies par mon gouvernement, et je dirais même plus par d'autres aussi, au niveau international, qui ont dit que l'enrichissement à 90% était tout à fait inacceptable et aurait des conséquences. Et donc, voilà, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui est très important, c'est l'armement. Et c'est là où le DNI nous dit que, soi-disant, les Iraniens n'avaient pas décidé de prendre le chemin de l'armement. Et là, sans rentrer dans les détails, parce qu'on parle de renseignement, je dirais que nous n'aurions pas commencé cette opération si nous n'étions pas sûrs de nos renseignements. Avez-vous partagé ces informations avec les États-Unis ? Je ne rentre pas dans les détails de tout ça. Je ne peux pas rentrer dans les détails. C'était ce que je faisais de façon régulière avant d'être ambassadeur à Paris. Je peux vous dire que nous avions des discussions intenses à tous les niveaux avec tous nos partenaires, dont les États-Unis. Emmanuel Macron, qui lui, à l'inverse, appelle Israël, je cite, à mettre urgemment fin aux frappes sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien. Oui. Comment vous le comprenez et qu'est-ce que vous répondez ? Franchement, des fois, je ne suis pas sûr que je le comprends parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le président Macron a défini le programme balistique iranien comme une menace pour la France et pour l'Union européenne. Hier, nous avons touché, par exemple, une usine de production de missiles qui était faite pour le Hezbollah. Et nous avons détruit cette usine de production de missiles qui était faite pour le Hezbollah. Et les missiles qui étaient, une fois produits sur place, allaient directement au Liban, devaient aller directement si nous ne les arrêtions pas en chemin, pour être utilisés par le Hezbollah contre nous et contre d'autres. Est-ce que cette usine est une usine qui ne devait pas être touchée ? Si oui, est-ce que c'est vraiment l'intérêt de la France ? En tout cas, ce n'est pas notre intérêt à nous. Alors, on a dit qu'il y avait deux cibles. Vous ne comprenez pas cette prise de position d'Emmanuel Macron ? Cette prise spécifique, non. Je pense il parlait de quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire de faire en sorte de ne pas toucher de civils, et bien sûr, nous faisons en sorte de ne pas toucher de civils. Mais là, quand on parle d'usines, de programmes balistiques, de lanceurs de missiles. Vous avez des contacts, vous, avec Emmanuel Macron ? Vous en parlez avec lui ? J'ai des contacts avec ses équipes. Est-ce que vous leur demandez aujourd'hui de vous soutenir davantage ? Non, la France a eu une position très claire au début de cette guerre, qui était une position très positive. Et nous l'avons remercié, que ce soit moi ou que ce soit mes dirigeants. Mais là, cette demande spécifique, je ne comprends pas entièrement ce qu'elle veut dire. Parce que le programme balistique iranien est une menace, non seulement pour Israël, mais une menace qui a été définie comme telle par le président, aussi pour la France et aussi pour l'Europe. Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, vous avez dit, oui, on peut comprendre qu'il nous demande de ne pas toucher de civils et nous faisons d'ailleurs en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais vous l'avez vu, les bilans qui n'ont pas encore été réajourés, mais font état d'au minimum 250 morts, peut-être même 500 ou davantage. Lorsque vous entendez des Iraniens, y compris ici en France, l'écrivaine Delphine Minoui par exemple, qui dit ce matin dans les colonnes de mes confrères du Figaro, on ne peut pas prétendre aider le peuple iranien en le bombardant quotidiennement. Qu'est-ce que vous répondez ? Qu'on ne bombarde pas le peuple iranien. Ce que nous ciblons d'une façon très claire, je le dis très, très clairement. D'abord, c'est le programme militaire nucléaire et balistique, et ensuite les dirigeants militaires de ce pays. Alors malheureusement, les dirigeants des militaires de ce pays, des fois, sont entourés de civils, et des fois, si nous n'avons pas vu qu'il y avait exactement des civils autour d'eux, ces civils peuvent être touchés. Mais sachez que
des opérations comme celle-là, des fois sont arrêtées au dernier moment si on identifie qu'il y a autour d'une certaine personne qui est une cible, des civils, que ce soit sa famille. Vous êtes en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur, qu'il y a eu certaines attaques auxquelles vous avez renoncé parce que vous vous êtes dit qu'il pourrait y avoir des civils touchés. Tout à fait. Vous avez parfois retenu le gouvernement israélien, l'armée israélienne. C'est l'armée. C'est dit. Et vous savez, dans chaque pause, on arrête. Dans chaque groupe d'attaque, les personnes qui appuient sur le bouton pour le missile, il y a toujours un avocat qui donne le feu vert au dernier moment. Et cet avocat dit non, il y a des civils ou il n'y a pas de civils. C'est lui qui doit. Est-ce que c'est exagéré? Ce n'est pas exagéré. Est-ce que c'est un risque qu'on peut prendre, qu'on ne peut pas prendre? Et il y a, vous savez, il y a des preuves sur des vidéos où on voit exactement, on entend exactement la prise de décision derrière la personne qui doit appuyer sur le bouton. On écoute, on entend le dialogue qui dit non, il y a des civils autour de cette personne, de cette cible. On arrête. Le guide suprême, Ali Khamenei, qui a affirmé hier que l'Iran, je cite, ne se rendra jamais. Il a rejeté fermement l'appel du président américain Donald Trump à une reddition sans condition. Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous espérez encore que l'Iran s'assoie à la table des négociations? Je ne pense pas que en tout cas, notre communication à nous ne demande pas la reddition de l'Iran. C'est une communication américaine. Mais je pense que la demande n'était pas l'Iran, mais ce régime. Encore une fois, l'Iran, le peuple iranien, est un peuple très sophistiqué, très avancé, est un peuple pacifique qui en a assez de ce régime meurtrier et qui veut se libérer de cela. Quand le président américain parle d'une reddition, il parle de ce régime. Et que ce régime ou bien quitte l'Iran ou bien laisse les Iraniens en paix finalement, qui laisserait en paix toute la région et bien sûr Israël. Vos cibles en Iran sont extrêmement précises. Oui. Vous en avez d'ailleurs fait la publicité. Tout le monde reconnaît que les services secrets, notamment israéliens, ont permis des cibles non seulement de personnalités, 20 parmi les chefs de l'Iran, mais aussi des frappes chirurgicales. Si vous êtes capable de cette précision en Iran, pourquoi c'est pas le cas à Gaza ? Parce qu'il y a une grande différence. Bien que le régime iranien est un régime cynique et cruel, il n'est pas arrivé, il ne se rapproche pas de niveau du Hamas. Les Iraniens, le régime iranien ne se cache pas derrière ces civils, en dessous de ces civils. Le Hamas, d'une façon très claire. Vous avez vu il y a à peine quelques semaines, quand on a éliminé le Mohamed Sinwar, où se trouvait-il? Où se trouvaient ces tunnels? En dessous, carrément en dessous de l'hôpital européen. C'était entre deux bâtiments, juste en dessous, dans le cadre de l'hôpital européen. Alors, le Hamas est arrivé à un niveau de cynisme inhumain, de se cacher, d'utiliser tous les citoyens, les enfants, les étrangers, les hôpitaux, les écoles, comme bouclier humain. Heureusement, ce n'est pas le cas des Iraniens. Votre capacité à avoir infiltré l'Iran et le Hamas, non. Non, c'est un échec ? Ça, vous parlez, j'imagine que vous voulez parler du 7 octobre et comment on a réussi par rapport... À la fois le 7 octobre et l'Iran et le Hezbollah et tout ça. Ça, c'est une question qui va être vérifiée par une commission d'enquête éventuellement quand elle aura lieu. Mais oui, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a eu, disons, des erreurs d'appréciation de l'inhumanité du Hamas. Il y avait, disons, une façon de penser qui disait que le Hamas ne veut pas vraiment, n'a aucune raison de faire la guerre avec nous parce qu'ils ont le contrôle du Gaza, ils ont leur État, si vous voulez dire, à Gaza, et on leur donne, on les aide financièrement. Pourquoi nous tirait-il dessus et pourquoi commencerait-il une guerre comme celle-là? C'était une erreur d'appréciation. Vous dites, à propos de l'Iran, dans quelques jours, quelques semaines peut-être, cette guerre, elle va durer, mais on a des objectifs très précis, et lorsqu'ils seront atteints, ce sera terminé et mission accomplie. Quand est-ce que ça s'arrêtera côté Gaza? Dès qu'ils libéreront nos otages. Le seul objectif, c'est la libération des otages. Si les otages sont libérés... La guerre est terminée. La guerre est terminée. La guerre est terminée. Nos otages, vous savez, ça fait 2 ans pratiquement, qu'ils sont entre les mains dans les conditions les plus inhumaines possibles. Si ce soir, maintenant, ils libèrent nos otages, ce soir, la guerre est terminée, est finie.
Merci Joshua Zarka d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV. Vous êtes donc ambassadeur d'Israël en France. Vous nous avez donné ce premier bilan et à l'instant ce bilan des blessés sur place dans l'attaque de l'hôpital est revu à la hausse. 47 blessés sont à déplorer, dont 3 graves. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.